ce qui est en train de se passer dans la course aux armements, qui rappelle en quelque sorte les années 80 entre la Russie et les États-Unis d'Amérique. Cela, en marge du sommet de l'OTAN, l'Allemagne et les États-Unis ont publié une déclaration commune. Ils annoncent le stationnement de missiles longue portée américains en Allemagne dès 2026. Ce sont des missiles conventionnels. Ils seront déployés d'abord de façon temporaire, ensuite durable. On parlera dans un instant du type de missile que ça représente. Écoutez comment, dans cette surenchère de la Russie qui provoque la tension première, Peskov, le porte-parole du Kremlin, s'exprime. C'est une situation paradoxale. L'Europe est dans le collimateur de nos missiles et notre pays est dans le collimateur des missiles américains en Europe. Nous avons déjà vécu tout cela. Tout cela s'est déjà produit. Nous disposons d'une capacité suffisante pour dissuader ces missiles, mais les victimes potentielles sont les capitales de ces pays. Nombreux sont ceux qui vous diront que cette confrontation a pris fin avec l'effondrement de l'Union soviétique. Et l'Europe est en train de se désagréger. Ce n'est pas un bon moment pour l'Europe. C'est pourquoi dans des configurations différentes, l'histoire est appelée à se répéter. Est-ce que nous revivons, Nicolas Tenzer, ce qu'on a connu dans les années 80, c'est-à-dire une course aux armements avec ce que ça avait d'inquiétant, ou est-ce encore pire même ? Alors, je pense que c'est pire dans la mesure où on a un gouvernement qui est, du côté russe, totalement, je dirais, jusqu'au boutiste, et qui n'a plus l'espèce de forme de rationalité limitée, effectivement, qui était celle à l'époque de l'Union soviétique. En même temps, soyons parfaitement clairs, tout le discours qu'on entend de la part de Peskov, c'est d'abord un discours d'intimidation à l'égard des Européens. On le voit, ils cherchent toujours à dissuader, mais ça c'est une constante du discours du Kremlin, à dissuader les opinions publiques européennes. Et c'est ça qui est très frappant. Mais ça me frappe beaucoup, n'est-ce pas, pardon de vous interrompre, mais vous qui êtes un anticommuniste historique, vous dites en quelque sorte, ce gouvernement-là est encore plus dangereux que ne l'était le gouvernement des Brejnev et autres qui, au fond, voulaient surtout conserver leurs acquis. Oui, parce que nous sommes simplement un gouvernement qui est pris, enfin Poutine, dans une idéologie de destruction totale. En même temps, faisons attention de ne pas acheter aussi cette menace nucléaire. Ça, je mets toujours en garde, parce que ça, c'est la pire des choses. Parce qu'en même temps, on sait très bien que Poutine ne survivrait pas lui-même à une destruction nucléaire, ni d'ailleurs tous ses hommes de main, et il a beau être totalement irrationnel dans son idéologie, ça ne veut pas du tout dire qu'il va utiliser ses armes. Et c'est pour ça que l'acquis considérable du sommet de Washington, ce n'est pas malheureusement le soutien à l'Ukraine qui est resté et qui demeure extraordinairement mesuré par rapport aux besoins, c'est cette décision-là. Et ça, c'est une décision stratégique qui est absolument fondamentale et qui marche. C'est-à-dire, si Peskov a réagi aussi vivement, ça veut dire que d'une certaine manière, nous étions bien fondés de la prendre. Oui, l'héritage. Il faut rappeler les Mitterrand, les Thatcher, les Reagan qui faisaient exactement ce que vous dites, c'est-à-dire n'avaient pas peur de la menace nucléaire. Elle existe, mais il n'y a aucune raison d'en avoir peur. C'est-à-dire qu'on est toujours dans la continuation du discours russe. Avant, c'était plutôt à un niveau, disons, de l'information et de la propagande. Aujourd'hui, c'est vraiment à un niveau bien plus officiel, bien que Vladimir Poutine a déjà parlé de la menace nucléaire lui-même. Mais là, Peskov rentre dans cette lignée. Une fois de plus, ça fait déjà plusieurs fois qu'on l'a mentionné, je pense, au cours de ces émissions. Mais aujourd'hui, la menace nucléaire est quelque chose qui fait partie du discours russe. Donc évidemment, il s'adresse, Peskov, aux étrangers, enfin, je veux dire, aux pays du monde entier, surtout de l'Occident, et aux opinions publiques pour dire que, attention, nous aussi on peut réagir, vos dirigeants commencent à faire n'importe quoi, c'est ça l'idée. D'un autre côté, Peskov, en disant cela, il s'adresse aussi à sa propre population, à la population russe, parce que on essaye aujourd'hui en Russie de normaliser un discours qui rentre vraiment dans une nouvelle étape, l'étape d'une guerre potentielle nucléaire. Hormis la propagande, la réalité de la course aux armements. On revit une course aux armements. Alors, il est question, n'est-ce pas, de missiles SM-6, missiles Tomahawk, d'armes hypersoniques. En réalité, ce qu'on a vécu dans les années 80 se reproduit. L'illusion de 91, 89, 91, Gorbatchev, Reagan, tout ça est passé. Oui, on se souvient très bien, nous qui l'avions vécu à l'époque de cette escalade, mais c'était essentiellement des missiles balistiques nucléaires. Or là, c'est pas ce dont on parle. Ce qu'a négocié l'Allemagne avec les États-Unis, c'est de disposer aussi d'armes à longue portée. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne, effectivement, est à portée des missiles de croisière russes, des missiles hypersoniques, et se sent un peu démunis face à ça. Et donc, comme vous venez de le signaler, ce dont il s'agit
Russie, ce sont des missiles sol-air à longue portée, 400-500 km, notamment pour se mettre à l'abri de tirs de l'enclave de Kaliningrad. Et puis, surtout, des missiles de croisière Tomahawk qui ont une portée de 2500 km. Donc, en fait, c'est juste pour rétablir un certain équilibre, si vous voulez, dans les menaces respectives. Est-ce que vous sentez, Natalia Turin, ce côté renaissance des années 80 ? Je me rappelle, vous connaissiez bien à l'époque tout le gorbatchevisme, et ce moment-là, il y avait tellement d'espoir. Tout ça est anéanti. Je pense, j'ai pas vécu à l'époque, mais je pense que c'est avant, c'est à l'époque d'avant que ça me fait penser. Je pense que la Russie, bien sûr, c'est l'exportateur du pétrole, mais la Russie, c'est surtout l'exportateur du chaos. Et jusqu'à maintenant, ça lui a réussi. Et je pense que quand la Russie fait peur, réellement ou pas réellement, ce qu'elle arrive à faire, et pour le moment, elle arrive à le faire avec succès, c'est le chaos, partout dans le monde. Et que ça soit en Europe, en Afrique ou ailleurs. On parlera plus tard des tentatives d'assassiner un très important patron allemand, Girnov, le commandant Girnov, ex du KGB, va nous rejoindre. Il parle d'une Russie effectivement qui s'enhardit à un point inouï. Autrefois, quand il y avait des duels, on faisait le duel jusqu'au premier sang. Je pense que Poutine, lui, il fait les conflits jusqu'à la première guerre civile, où que ce soit. Et même en France, on parle de l'éventualité de la guerre civile. Aux États-Unis, on parle de l'éventualité de la guerre civile. Moi, je pense que c'est ça le vrai danger de la Russie. Anne Kratz ? Écoutez, je pense que les Américains ont toujours pris la position que les Russes ont plus peur de nous que nous d'eux. Donc là, je pense qu'il faut rappeler cette maxime, en quelque sorte. Il est évident que Poutine essaye de faire peur aux Européens parce qu'ils considèrent que c'est le ventre mou, si vous voulez, de cette histoire. Et puis c'est un peu la méthode chinoise aussi, on peut le dire, c'est-à-dire frapper le plus loin possible du véritable objectif. Le véritable objectif étant l'Amérique, puisque c'est quand même l'Amérique qui va certainement être l'élément décideur dans cette histoire, qu'on le veuille ou non. Mais ça prouve aussi quelque chose, c'est que effectivement Poutine a peur. Poutine est dans une position où il se sent maintenant fébrile. Pour plusieurs raisons. Une des raisons principales, je crois, et on n'en parle pas assez souvent, c'est qu'il n'est pas du tout sûr que si Trump arrive au pouvoir, Trump lui laissera avoir tout ce qu'il voudra. Parce que connaissant Trump, bien qu'il soit imprévisible, on le sait tous, mais Trump n'envisage jamais de faire quelque chose sans avoir quelque chose en retour. Autrement dit, il va faire payer le prix fort à Poutine pour les concessions qu'il va lui faire et qu'il va demander évidemment aux Ukrainiens de faire aussi. Donc Poutine n'est pas du tout, comme on l'a souvent dit sur ce plateau et ailleurs, il n'est pas du tout anxieux de voir Trump être élu parce qu'il ne sait pas exactement comment Trump va se comporter. On parlera dans quelques instants de Biden, de Trump, de ce domaine que vous connaissez si bien. Si on reste un instant à ce que vous appeliez le ventre mou, l'Allemagne, parce que c'est évidemment le champ de bataille et de temps de guerre, écoutez comment Olaf Scholz maintient qu'effectivement il y a une nécessité d'augmenter les capacités antimissiles très rapidement. Je pense que nous devons accroître nos capacités en matière d'activité antimissiles. Cela fait également partie de l'initiative européenne Sky Shield que nous avons lancée et à laquelle participent de nombreuses personnes. Et cela sera la prochaine grande étape. Je pense donc que nous devons travailler pour améliorer nos capacités, mais nous devons continuer à le faire et à réaliser des investissements nécessaires qui avaient été oubliés au cours des 10 ou 20 dernières années. Nous devons assurer la sécurité de nos pays grâce à une meilleure défense aérienne. L'initiative européenne SkyShift est désormais rejointe par plus de 20 pays européens. Je pense que ce sera un moyen efficace de parvenir à un achat commun qui s'adaptera à la stratégie de l'OTAN et aux stratégies nationales. Et dans l'ensemble, ce sera très fort. C'est saisissant d'entendre M. Scholz. L'Allemagne, déjà, cette idée, on est en 2024, mais qu'un jour les chars russes vont déferler à travers l'Allemagne en direction de chez nous, c'est toujours présent. Oui, mais effectivement, mais surtout, c'est ce fameux bouclier antimissile en fait qui l'obsède, parce que il voit ce qui se passe en Ukraine tous les jours, 50 à 80 et parfois certains jours une centaine de missiles qui tombent sur l'Ukraine, et il se dit mais si les Russes nous envoient ça,
qu'est-ce qu'on a en défense? Et effectivement, on n'a pas de moyens vraiment efficaces. On a quelques-uns, mais pas assez. Et donc, c'est son obsession maintenant, c'est qu'on dispose au niveau de l'OTAN et également au niveau de l'Allemagne, évidemment, une sorte de bouclier antimissile qui sera jamais à 100%. Il y a un retard. Il y a un retard, c'est ça c'est quand même saisissant. Moi, j'avoue, je faisais partie des béotiens qui, il y a encore quelques mois, pensaient que l'Europe occidentale s'était surcouvert. Non. Ben Hodges, l'ancien patron de l'US Army en Europe, dit il y a des aéroports, il y a un certain nombre d'infrastructures en Europe de l'Ouest qui ne sont pas assez bien protégées. Oui, bien sûr. Puis on sait que l'état de l'armée allemande n'est pas vraiment au top. Ça fait des années que l'armée allemande a des difficultés. Et d'ailleurs, ils sont en train de voter un budget au Bundestag pour avoir un plan pluriannuel pour permettre d'être plus robuste sur le plan de l'armement. C'est une évolution majeure qui se passe aujourd'hui en Allemagne parce qu'effectivement, eh bien jusqu'à présent, le chancelier Scholz comme Angela Merkel pendant des années pensaient qu'il ne pouvait plus y avoir cette menace. Donc on réalise effectivement qu'il y a une vraie menace. Ceci dit, il faut être extrêmement prudent parce que j'ai cru comprendre dans la déclaration de l'OTAN que c'est pas maintenant que ces missiles seraient déployés. C'était une possibilité qui pourrait l'être en 2025 ou 2026. Donc on verra l'évolution. Mais je crois qu'on est en train effectivement de réaliser cet état de faiblesse de l'Europe et on a même parlé d'ailleurs de missiles à vocation nucléaire et enfin l'installation d'une base dans le nord de la Pologne qui viendrait compléter effectivement cette défense de l'Europe. Donc aujourd'hui, on réalise que nous sommes faibles. Ceci dit, on parle beaucoup de la guerre froide. Je rappellerai quand même qu'au moment de la guerre froide, aucun missile n'a été lancé en Europe. Donc on est toujours, à mon avis, dans le registre de la dissuasion. La nécessité de la dissuasion morale aussi, ce que vous disiez, Nicolas Tenzer, ne pas se laisser impressionner, au contraire, être encore plus dans la fermeté. Écoutez, ce moment d'histoire, c'était 83, et une partie des Européens étaient dans la mollesse, et François Mitterrand dit, pourtant socialiste, beaucoup l'attendaient au contour sur ce thème-là, impeccable atlantiste sur le sujet, il dit les pacifistes ils sont à l'ouest et les missiles ils sont à l'est. Cette déclaration-là, elle avait beaucoup compté dans ce bras de fer avec Moscou. Je suis moi aussi contre les euromissiles. Seulement, je constate des choses tout à fait simples. Dans le débat actuel, le pacifisme et tout ce qu'il recouvre, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. Et je pense qu'il s'agit là d'un rapport inégal.